Bonjour à tous, aujourd'hui on entame une nouvelle série. Cette fois-ci on va parler des vulnérabilités. Les vulnérabilités se taillent la part du lion dans l'agenda quotidien des professionnels de la sécurité informatique, qu'ils se situent dans le camp des attaquants ou dans celui des défenseurs. On va voir plus précisément à quoi ressemblent ces vulnérabilités et de quelle manière elles sont exploitées. On verra aussi quelles sont les méthodes adaptées pour se protéger. Mais avant toute chose, on va commencer par clarifier un peu le vocabulaire associé aux vulnérabilités, autrement dit les différents termes les plus couramment employés. Dans le domaine de la sécurité informatique, une vulnérabilité, qu'on appelle aussi une faille, c'est une faiblesse dans un système qui va permettre à l'attaquant de porter atteinte à l'intégrité de ce système. En exploitant cette vulnérabilité, l'attaquant va être en mesure d'empêcher le système de fonctionner normalement, ou bien il va pouvoir compromettre la confidentialité ou l'intégrité des données qui s'y trouvent. Les vulnérabilités sont la conséquence d'erreurs dans la conception, la mise en œuvre ou l'utilisation d'un composant du système, composant qui peut être matériel ou logiciel. Complexité excessive, facilitant les erreurs de conception, manque de compétences, sensibilisation à la sécurité insuffisante dans les équipes de développement, évolution du contexte. L'apparition de ces vulnérabilités peut avoir différentes causes. Et c'est ainsi qu'on va trouver des vulnérabilités dans les systèmes d'exploitation, comme Windows, Android ou iOS par exemple, mais aussi dans les logiciels, dans les sites web, dans les protocoles de communication, dans les algorithmes de chiffrement et même dans des éléments associés au hardware, comme les processeurs par exemple. De manière générale, on va essentiellement avoir affaire à d'une part des bugs logiciels et d'autre part des faiblesses dans le fonctionnement de protocoles. Un autre concept important, c'est celui de patch, de correctif. Quand les vulnérabilités, qui sont donc généralement des bugs logiciels, sont découvertes par les éditeurs concernés, elles sont en général corrigées. Et les éditeurs vont ensuite diffuser ces correctifs aux utilisateurs. C'est pourquoi il est important de tenir les logiciels à jour avec les correctifs fournis par les éditeurs. On notera au passage qu'un patch, contrairement aux autres mises à jour ou aux upgrades, ne change rien au fonctionnement du système. Vous n'observerez pas de perte de compatibilité ou de comportement inattendu de vos systèmes si vous déployez des patchs, car les correctifs de sécurité se limitent à la correction de bugs dangereux et n'introduisent pas de changements supplémentaires. Ces dernières années, on voit souvent le terme Zero Day. Une Zero Day est une vulnérabilité qui a la particularité de ne pas avoir encore de patch, soit parce qu'elle vient à peine d'être révélée et que l'éditeur n'a pas encore eu le temps de mettre au point un correctif, soit parce qu'elle n'est tout simplement pas connue de l'éditeur. En toute logique, les Zero Day sont les vulnérabilités les plus intéressantes pour les attaquants, puisqu'elles optimisent leurs chances de succès. Une exploit, dans le domaine de la sécurité, ce sont quelques lignes de code qui permettent à un individu ou à un logiciel malveillant d'exploiter une faille de sécurité, une vulnérabilité, dans un système d'exploitation, un logiciel, etc. Les exploits sont souvent complexes, et donc généralement conçus par des gens ayant une compréhension très fine du fonctionnement du système qu'ils souhaitent compromettre. En revanche, ces mêmes exploits ont tendance à devenir publics, parfois même à l'insu de leurs concepteurs, comme ce fut le cas pour la NSA avec les Shadow Brokers. Et il est ensuite relativement facile pour des personnes moins qualifiées de s'en servir. On peut difficilement passer à côté du terme hacker, qui est très employé et pas mal fantasmé.
Hacker, ça se traduirait en français par bidouilleur ou bricoleur. C'est un mot qui n'est pas nécessairement associé à des personnes malfaisantes ou même à la sécurité informatique. Il y a plein de bricoleurs du dimanche qu'on pourrait appeler des hackers. Mais en sécurité, quand on parle de hacker, c'est généralement pour faire référence à des individus ayant une attitude plutôt malveillante et qui cherchent à tirer parti des faiblesses dans les systèmes informatiques pour arriver à leur fin, quelle qu'elle soit. Le terme qu'on va voir aussi, c'est le reverse engineering. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand des patchs, des correctifs, sont diffusés par les éditeurs, eh bien certains hackers vont immédiatement se mettre à analyser ces patchs en utilisant des méthodes dites de reverse engineering, de rétro-ingénierie, qui vont leur permettre de comprendre ce que fait le correctif, de savoir quels sont les éléments qu'il modifie, et ainsi d'avoir plus d'informations sur la nature de la vulnérabilité. De cette manière, ils seront par la suite en mesure de développer, de préparer des exploits associés à cette vulnérabilité pour s'en prendre aux machines qui n'ont pas encore été patchées. Les vulnérabilités, lorsqu'elles sont rendues publiques, sont enregistrées dans une base de registres appelée CVE, qui signifie Common Vulnerabilities and Exposure. Cette base fait référence au niveau mondial. C'est un dictionnaire des informations publiques relatives aux vulnérabilités connues. Elle est maintenue par le MITRE, qui est un organisme soutenu par le département de la sécurité intérieure aux États-Unis. Il y a une autre base de référence pour les vulnérabilités, c'est la NVD, la National Vulnerability Database. Et celle-ci est maintenue par un autre organisme américain appelé NIST, le National Institute of Standard and Technology. Les deux bases de référence utilisent le même système de nommage pour les vulnérabilités, elles sont donc parfaitement cohérentes. Ce format de nommage commence par CVE, suivi de l'année de découverte de la vulnérabilité, et pour finir, un numéro de série sur 4 chiffres. Enfin, on peut évoquer la liste de diffusion BugTrack, qui est consacrée aux problèmes de sécurité informatique et surtout aux problèmes de vulnérabilité. BugTrack diffuse des discussions sur les nouvelles vulnérabilités découvertes et leurs méthodes d'exploitation, ainsi que des annonces de professionnels de la sécurité ou d'éditeurs logiciels. C'est une liste de diffusion qui est déjà assez ancienne. Elle a été créée en 1993 et de nos jours, après divers changements, elle est la propriété de Security Focus, qui appartient en fait au groupe Symantec. On peut s'abonner à cette liste de diffusion, ce qui permet d'obtenir des informations sur les vulnérabilités les plus sérieuses très rapidement après qu'elles aient été rendues publiques. Alors on va maintenant voir quelles sont les techniques utilisées par les hackers, quels sont les différents types d'exploits en fait, pour tirer parti des vulnérabilités. D'abord, il y a les overflows. Le principe de l'overflow, c'est qu'on va profiter d'un manque de contrôle de la mémoire allouée pour déborder de la zone mémoire initialement attribuée afin d'introduire dans le système des instructions. On va ainsi faire passer en zone mémoire des instructions qui ne devraient normalement pas s'y trouver, dans le but de les faire exécuter afin d'obtenir des effets, des résultats qui n'ont pas été prévus par les concepteurs du système vulnérable. Il y a 4 types d'overflow. Le buffer overflow, un débordement de la mémoire tampon. Le heap overflow, un débordement d'une zone mémoire qu'on appelle le tas. Le stack overflow, un débordement de la pile d'exécution. Et puis enfin, l'integer overflow, qui est un petit peu particulier. Les nombres entiers sont codés en binaire, et si on dépasse la valeur maximale, qui correspond au nombre de bits qu'on leur a attribué, on va en fait reboucler sur la valeur 0, ou basculer sur des valeurs négatives.
ce qui peut avoir des effets inattendus et intéressants pour l'attaquant. Très souvent, ces overflows ont quelque chose à voir avec la fonction malloc, qui est une fonction du langage C servant à définir la mémoire qu'on alloue à un programme. La stratégie de l'attaquant, c'est donc de détourner le fonctionnement du programme et de lui faire exécuter des instructions qu'il a pu lui-même introduire dans le système. On parle de Remote Code Execution, autrement dit, on fait exécuter au programme du code qu'il n'aurait pas dû exécuter normalement. Une autre méthode, c'est ce qu'on appelle le man in the middle. C'est une attaque qui consiste à intercepter les communications entre plusieurs parties, à se placer entre elles, sans qu'aucune ne sache que leur canal de communication a été compromis. Le canal le plus courant, c'est celui d'une connexion réseau entre plusieurs ordinateurs. L'attaquant va être capable d'observer et d'intercepter les messages d'une victime à l'autre et va pouvoir faire toutes sortes de choses. Il peut par exemple faire du session hijacking. Dans ce cas de figure, il va subtiliser la session qui a été ouverte par la victime. Il y a aussi le spoofing. Ce type de technique revient à se faire passer pour un autre, par exemple en utilisant son adresse MAC ou son adresse IP. Il y a des techniques de man in the middle très classiques qui vont tirer parti du manque de contrôle de certains protocoles réseau, par exemple sur le Wi-Fi, afin de forcer le trafic à passer par la machine de l'attaquant, un peu à la manière d'un proxy, ce qui va permettre à ce dernier d'analyser les échanges afin de récupérer des informations utiles, des mots de passe par exemple, voire même de faire des modifications sur les messages échangés. La technique suivante, c'est ce qu'on appelle l'élévation de privilèges. C'est un mécanisme en informatique qui permet à un utilisateur d'obtenir des privilèges supérieurs à ceux qu'il possède en temps normal. Une élévation de privilèges, c'est par exemple ce qui se passe quand vous utilisez la commande sudo dans un système Linux. On peut y avoir recours de manière complètement légitime. Mais un hacker peut utiliser une faille dans un système pour forcer une élévation de privilèges là où il ne devrait pas avoir les privilèges en question. C'est donc une technique qui peut être utilisée par un attaquant pour prendre le contrôle d'un système cible, par exemple en passant route sur un serveur Unix. Une autre catégorie d'exploits, ce sont ce qu'on appelle les race conditions. En français, on parle aussi d'accès concurrent ou de séquencement critique. En fait, c'est un défaut dans un système caractérisé par un résultat différent selon l'ordre dans lequel agissent les différents acteurs. Dans un programme informatique qui aurait besoin d'une authentification avant d'effectuer une action par exemple, il s'écoule un laps de temps entre l'authentification et l'action proprement dite. Et c'est dans ce laps de temps qu'une compétition peut se produire. Par exemple, un attaquant peut exploiter ce laps de temps pour détourner l'action prévue par le logiciel à ses propres fins. La concurrence critique est une affaire de timing et peut être utilisée pour prendre le contrôle d'un système au moment précis où une brèche éphémère est ouverte, c'est-à-dire au moment où il est vulnérable. On a ensuite le déni de service. Le principe du déni de service est assez simple. C'est une attaque informatique qui a pour but de rendre indisponible un service, afin d'empêcher les utilisateurs légitimes de s'en servir. Il y a la catégorie des injections. Ce sont des vulnérabilités qui sont dues à un manque de validation adéquate sur les entrées, les inputs, fournis par l'utilisateur. L'attaquant va tirer parti d'un manque de contrôle sur les éléments saisis, par exemple dans un formulaire web, pour injecter des directives au système vulnérable. Il y a par exemple les fameuses injections SQL, qui tirent parti des failles de sécurité d'une application interagissant avec une base de données.
Dans ce cas de figure, l'attaquant va être en mesure d'injecter dans la requête SQL une requête non prévue par les concepteurs du système, afin de le compromettre, par exemple en récupérant le contenu de la base de données pour obtenir des mots de passe, des données confidentielles, ou bien en supprimant des données. Les possibilités sont nombreuses. Il y a aussi les injections de code et les XSS. XSS signifie Cross-Site Scripting. Le principe, c'est qu'un attaquant va insérer dans une page web ou une application web du code, soit directement sur le site vulnérable, soit depuis un autre site contrôlé par l'attaquant, par des méthodes d'inclusion, d'embedding. L'injection de code est une technique qui consiste à injecter des données dans une application web pour en modifier le comportement. Et ces injections sont souvent effectuées en insérant le code malveillant, du JavaScript par exemple, via des formulaires vulnérables disponibles dans ces applications. On a enfin les RFI, Remote File Inclusion, qui fonctionnent sur le même principe et qui consistent cette fois-ci à inclure des fichiers distants, des fichiers qui sont hébergés sur un site contrôlé par l'attaquant. Dans le cas des injections de code, des XSS et des RFI, le but de l'attaquant est d'amener les personnes consultant un site web inoffensif en apparence, mais vulnérable, à exécuter du code malveillant sur leurs ordinateurs, leurs tablettes ou leurs smartphones. Enfin, on peut mentionner les backdoors, les portes dérobées, qui ont la particularité d'être des vulnérabilités ayant été sciemment introduites dans le système, par exemple sur injonction d'un État pour faciliter ses activités de surveillance. Ces pratiques, en plus d'être plus que discutables, peuvent mener à des expositions risques catastrophiques lorsque des détails concernant les backdoors finissent par fuiter sur Internet. CODRAT est à l'origine du système d'exploitation OpenBSD, réputé pour être très sécurisé et pour n'avoir eu que très peu de vulnérabilités au cours de son développement, grâce à un contrôle rigoureux du code et à une approche innovante de la sécurisation du système. So, I'm going to talk about the exploit mitigation techniques that we've been doing in OpenBSD, and these are some general security technologies that could apply to other operating systems as well, very easily. But of course, they happen in OpenBSD first. So, let's talk about security from a kind of an abstract point of view. An attacker, when he's playing with security problems on your machine, it does a couple of various things. He finds a bug, and since he understands the bug very well, he understands the side effects of this bug. The side effects are, for example, on a buffer overflow, it overwrites a bit too much memory. For signed integer versus unsigned integer overflow, it goes out of the range of the expected tests. But the real key over here is that because of the strict regularity of the system environment, the attacker is able to craft an exploit which grants him advantage. He's essentially converting the regularity of the system and the side effects together to get him this extended privilege. So maybe it's time for us to implement some technologies which will make it harder to write exploits. Much like in biological systems, the drugs that we use, some of them interact with the virus to prevent the virus from engaging a cell. Some of the drugs modify the cell behavior so the virus can't work there, and other ones modify the cell behavior once an attack has started. So we're going to try to do something very similar to the ecosystem in which these attackers are working. So our goals are to modify the operating system to be more resilient against attack. Dans le prochain épisode, on étudiera de manière plus détaillée un certain nombre de vulnérabilités et on se penchera aussi sur la méthodologie et les outils utilisés par les attaquants.